Cette semaine, dans le balado, on démasque un meurtrier et on vit une relation plutôt toxique. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Allô! Donc, petite semaine, pas de grande sortie, mais quand même un film québécois qui, je pense, qui était assez très attendu, qu'on avait un bon buzz entourant le film. Ouais, c'est ça, on y reviendra. Le troisième film de Sophie Dupuis qui met au centre d'intérêt le monde du drag queen, le monde de la drague. Et bien ça m'amène à notre commanditaire de cette semaine, oui. l'école de danse Porto Swing. Fait que si jamais vous souhaitez élaborer votre numéro de danse style swing ou peut-être cabaret, bien cette école-là est là pour vous. Si votre cœur bat au rythme de la musique, n'hésitez pas à vous inscrire à l'école de danse Porto Swing qui ouvre grand ses portes pour vous offrir un voyage dans le temps de l'effervescence du jazz, des années folles à l'énergie du rock and roll des années 50. Rejoignez-les lors de leurs sessions passionnantes qui débutent à chaque saison sur des périodes de 12 semaines où on propose une variété de cours captivants pour tous les niveaux et tous les styles de danse swing, soit le Lindy Hop, Rockabilly Jive, West Coast Swing, Boogie Woogie et bien d'autres. Alors que vous soyez débutant à la recherche de vos premiers pas de danse ou que vous souhaitiez perfectionner votre technique pour électriser les planches de danse, ils ont le cours qu'il vous faut. Si vous cherchez l'esprit de famille, le plaisir de danser ou tout simplement une nouvelle expérience, l'école de danse Porto Swing est faite pour vous. Et il y a 2 écoles dans la ville de Québec, une à Sainte-Foy et une en Basse-Ville. Donc, peu importe où vous habitez, il n'y a pas d'excuse. Il y a une école de danse Porto Swing près de chez vous. Ne manquez pas cette chance incroyable de vivre cette expérience qui fera bouger vos pieds et vous fera sourire comme jamais. Visitez leur site web le www.portoswing, donc PORTOSWING.com pour plus de détails et suivez-les sur leurs réseaux sociaux pour rien manquer des événements et futures sessions. Et si vous êtes intéressé aussi, c'est également une école qui offre des événements, des spectacles, là, si vous voulez juste une ambiance pour votre, déjà peut-être pour votre soirée de Noël. D'Halloween, peut-être aussi. Peut-être d'Halloween, exactement, mais je sais que dès les parties de bureau de Noël, là, la folie de Noël, Ouais. c'est déjà commencé. Si vous voulez réserver des choses, là, comme dans le sketch de l'album du peuple, là, c'est bien, quand on veut avoir les choses à temps, on appelle d'avance. Puis, en tout cas, il y a une blague là-dessus parce que c'est des phrases un peu vides, mais... Je suis un néophyte en matière d'album du peuple. Ouais. C'est parce que l'autre, il dit, ben oui, on s'en dit passer des vérités de même, comme plus qu'il neige, plus qu'il y a de la neige. Puis, ben oui, si t'appelles d'avance, tu vas avoir les choses à temps. Mais bref, alors merci Porto Swing de nous encourager le balado et nous vous encourageons à danser. Voilà. Alors... il y a sûrement des nouvelles cette semaine, même si tout le monde est en grève. Ben oui, en fait, la semaine dernière, j'avais évoqué cette collaboration surprise entre Emma Stone et Yorgos Lanthimos, qui avait tourné un film, le film caché. Mais en fait, le festival de Venise s'est terminé avec justement le Grand Prix qui a été remis à Poor Things, donc de Lanthimos. Alors, sa réinterprétation un peu du mythe de Frankenstein, adaptation d'un roman qu'on devrait voir sur nos écrans en décembre. Donc, j'ai vraiment hâte, ça. Je pense que ça va être... parce que ça donne encore plus de buzz et d'attente de voir ce film-là. On s'attendait peut-être à ce qu'Emma Stone remporte, elle, un prix pour la comédienne, mais c'est plutôt Cailee Spaeny qui interprète Priscilla dans le film de Sofia Coppola. Un autre gros film. Oui, tout à fait, qui semble jouir d'un bon buzz également. Donc, voilà pour la Mostra de Venise. Sinon, dans les autres nouvelles... ça faisait un petit bout de temps, plusieurs années que plus qu'une rumeur maintenant, là, il avait obtenu du financement pour cette reprise du film The Crow, qui met en vedette Bill Skarsgård et réalisé par Rupert Sanders, qui nous avait donné Snow White and the Huntsman et Ghost in the Shell. Bon, on s'attend que c'est pas nécessairement un grand attard. Mais finalement, c'est Lionsgate qui a acquis les droits de distribution. Donc, sûrement, on va pouvoir le voir en salle. On parle de probablement au printemps 2024. Le film est en post-production. Quand même, on avait terminé le tournage. Donc, à temps pour le 30 ans de l'anniversaire du premier film, qui était sorti en 1994 également. C'était sorti à la même période? C'est-tu par cœur? Je pense que c'est au printemps, effectivement, de mémoire, mars-avril, dans ce coin-là.
Donc, je suis curieux de voir cette nouvelle interprétation de cette bande dessinée. En fait, à la base, c'est une bande dessinée de James O'Barr, qui cette fois-ci a été écrit par Zach Baylin, qui nous a donné plus récemment Creed 3 et Gran Turismo. Donc, en scénario, là. Okay, ouais. Fait qu'on verra bien si ça se garde peut remplacer Brandon Lee. Ben, surtout qu'il fait souvent des rôles de weirdo. Oui, quand même. Là, il va être un petit peu plus terre à terre. Comme en même temps dans pas Babadook, mais le film d'horreur là, qu'il y a eu l'an dernier qui était très surprenant, là, du monde qui louait une maison Airbnb genre à Détroit puis tout. Oui, le nom méchant. Là-dedans aussi, il était plus terre à terre, Ouais. même si la mise en scène nous laissait penser que c'est lui qui est un prédateur ou quelque chose comme ça, puis c'était quand même cool finalement. Barbarian, c'est ça. Oui. Exact. C'est qui était là-dedans, ouais, c'est ça. Bref, mais on l'associe plus à Pennywise, puis la série Hemlock Grove, puis des trucs comme ça. Là. Fait que, ouais, je suis curieux de voir ça, puis c'est un petit peu plus action-ish, là, suspense-action quand même. Ouais, ben écoute, même à la limite un peu film d'arts martiaux, John Wick un peu. Là, parce ça que... fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ah, puis c'est vrai, il était dans un dernier John Wick, mais il faisait rien à part essayer d'imiter un Français, mais ça, c'est pas de sa faute. Ouais. Eh bien, OK, curieux de voir ça. Donc, y avait-tu même eu originalement, je pense qu'il y en avait eu 2 ou 3. Oui, je pense que c'était Vincent Martinez qui... oui, c'était un Français qui avait repris le rôle de Brandon Lee. OK, parce que l'histoire, c'est quelqu'un il se fait attaquer dans la rue, sa copine meurt, puis lui aussi, mais là, un peu à la Catwoman, là, genre... Les corbeaux le ramènent à la vie, puis il y a une espèce de pouvoir. C'est un thriller un peu surnaturel. Là, c'est ça. Donc, puis là, il va aller venger en tuant les personnes une après l'autre. Là. OK. Effectivement. Donc, je pense que les autres suites, c'était pas nécessairement le même personnage, c'était juste la même thématique qui était revisitée de mémoire. Donc, restons dans les arts martiaux parce que Mason Lee, le fils de Ang Lee, était de passage au TIFF de Toronto. Et il a jasé brièvement de son prochain rôle qui sera d'interpréter Bruce Lee. Donc, dans le film de son père, Ang Lee va faire une biopic de Bruce Lee. Et Mason Lee, qui lui ressemble vraiment quand même à Bruce Lee, c'est assez drôle, s'est entraîné, là, ça fait maintenant 5 ans qu'il est sur le projet, puis qu'il s'entraîne là, vraiment pour rendre justice au charisme et surtout à la présence physique, évidemment, de Bruce Lee dans ses films. Donc, bien curieux de voir ça. Mason Lee est moins connu ici, mais en Chine, c'est quand même une certaine vedette. Là. Il a tourné dans... Mais il est comédien, lui, pas réalisateur. Non, il est vraiment comédien. Oui, c'est ça. Ce serait l'ultime film biographique, le biopic sur Bruce Lee. Ouais, je pense que ça va être prendre une approche un peu plus peut-être traditionnel, un peu plus réaliste que l'autre film qu'il y avait eu dans les années 90, le Dragon de Bruce Lee Story, là, qui est qui était peut-être un très standard dans sa forme, là, mais qui était un petit peu à l'eau de rose, là, disons ça comme ça. Là. Le pire, c'est que j'avais commencé à l'écouter récemment parce qu'on en parlait, je sais plus trop pourquoi. Ah, c'était à cause des 50 ans puis de Enter the Dragon puis tout. Fait que je l'avais pogné sur Tubi, là, qui est comme une plateforme gratuite. Puis j'avais commencé à l'écouter, puis sans savoir que 2 jours après, il a comme quitté. Fait que j'ai pas pu finir de l'écouter au final. C'est un mauvais timing. Ouais, voilà. Des dernières petites nouvelles pour les amateurs de Star Wars. Donald et Steven Glover, Donald, évidemment, qui est le comédien, Donald Glover, qui... et rappeur. Oui, aussi, c'est ça. Et son frère, donc Steven, lui, est scénariste. Alors, eux travaillaient quand même depuis un certain temps sur une mouture de Lando, qu'on avait vu dans le film de Solo. Donc, et les rumeurs, en fait, à l'origine, ça devait être une série, en fait, pour Disney+, évidemment, mais apparemment que ça a changé de cap. Le projet serait maintenant un film, c'est ce qu'ils ont révélé. Donc, il n'y avait pas arrêté de faire des films de Star Wars, mais là... En fait, ils ont pris une certaine pause, le temps, je pense, de réajuster le tir et de rebrasser un peu les cartes, mais on avait annoncé 3 nouveaux films pour 2025, me semble. Le 25-26. Ouais, ou cet été, là, quand c'était les journées Disney, je sais pas quoi. Effectivement. Ouais. Donc là, Lando n'est pas officiellement annoncé, mais d'après les frères Glover, ça serait maintenant plus un film qu'une série de télé.
D'après toi, c'est plus le genre de projet qu'on va parler pendant un bout, mais qui verra jamais le jour? Ou... Je ne crois pas. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de développer ce personnage-là. Je pense que c'était une des forces du film de Solo. Sa relation weird avec un robot. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir, mais c'est toujours le danger quand tu reprends des personnages, des legacy characters, des personnages hyper iconiques d'une série, puis que tu les remplaces par de nouveaux comédiens, même si ça se passe avant, ils sont plus jeunes, c'est toujours un peu risqué. On l'a vu avec Solo, justement. Là. Ouais. Pour beaucoup, Han Solo, c'est Harrison Ford, c'était pas Adrian Aldrich. Donc, Mais je trouve que la nuance, c'est que Han Solo, ou Yann Solo dans la version française, il est très connu. C'est-à-dire que dans les 3 Star Wars originaux, il est beaucoup développé. On voit sa courbe de personnage. Exact. Mais Boba Fett puis Lando, là, pas tant que ça. Fait que je trouve que ce côté est plus intéressant, faire un prequel à un personnage que tu le vois faire une petite trahison ou que tu le vois comme quoi 16 minutes sur 3 films. Effectivement. Je trouve ça moins problématique. Là, si on veut, je trouve qu'il y a moins d'enjeux d'attachement et tout à ça. Mais après, est-ce que vous avez vraiment une bonne histoire à compter? C'est sûr que dans l'univers Star Wars, il peut y arriver n'importe quelle aventure. Mais là, j'espère que c'est pas ce que les Glover veulent faire, mais tu peux avoir l'idée de dire OK, mais comment il a rencontré Han Solo pour la première fois? Puis là, tu te mets à faire des crossovers. Mais ça, c'était dans Solo, en fait. On le voit, J'en ai tellement de bons souvenirs. Ah oui, c'est vrai que c'est juste pour une histoire de vaisseau. Ouais. Ah, OK. Bon, ben c'est fait. C'est fait. OK, c'est correct. Le mal est fait. Mais je t'avoue que moi, j'avais quand même... Il y avait de quoi de très classique là, dans Solo. Surtout que, bon, on sait qu'il y avait eu... Je me souviens plus c'était qui les 2 premiers réals attachés. C'était les frères Miller, Steve Miller. Oui, c'est ça. Non, c'était Phil Lord et Chris Miller. Ah ouais, c'est OK. Ça, oui. OK, bon. Ouais. Puis, fait que là, finalement, ils ne sont pas entendus. Ils sont partis en cours de projet. Ron Howard est venu finir ça de manière très classique, gâteau à vanille. Là. Gâteau blanc, glaçage blanc. Puis là, il y a... mais je trouvais le fun. Je trouvais le casting le fun, même s'il y avait des affaires niaiseuses. Genre, tu t'appelles Han, tu es tout seul, on va t'appeler Han Solo. Puis là, ça reste de même. Là. Bon, c'est plus une blague que quelque chose qui aurait dû se retrouver finalement là-dedans. Mais en tout cas, tout le casting, je trouvais ça le fun, la trahison, toutes ces affaires-là. J'aurais pas haï qu'il y en ait d'autres, mais je comprends que ça s'est pété la gueule, que le film a été boudé. Le film a coûté vraiment plus cher que ce qu'il aurait dû. En tout cas, plein d'histoires. Là. Non, tout à fait. En soi, c'était pas un mauvais film. Par contre, j'aurais été curieux de voir cette version de Phil Lord et Chris Miller qui semblerait être un peu plus humoristique, plus dans leur ton. Ben, à voir ce qu'ils ont fait avec Spider-Man, avec tout ce qui touche les Lego aussi. Oui. Peut-être pas que ça aurait été aussi comique, mais je pense qu'on aurait eu un petit peu... Peut-être quelque chose d'un peu plus original, plus léger, en tout cas. Qui est le ton... Han Solo était comment on appelle ça? Non? Comedy relief. Là, comic relief. Comic relief, pas mal des autres. C'est lui oui. qui a les remarques cinglantes et tout, alors que Luke est plus dans le drame, entre guillemets, puis dans le sérieux, puis ces affaires-là, lui, plus on s'en fout, ouais, on y va, on fonce dans le tas, puis non, pas encore. T'sais. Sans être l'ultime cliché qu'on connaît aujourd'hui, là, qui est souvent plus un ego là, que tu traînes, là, un boulet bon à rien. Là, au moins, il y avait des capacités. Donc, reste à voir, mais peut-être qu'ils vont s'aventurer sur comment Lando a finalement hérité de cette station gazière de Bespin qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. OK. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont s'en aller vers là ou explorer carrément autre chose? Ça va être à découvrir éventuellement. Je ne savais pas si tu allais me dire qu'ils travaillaient sur un film juste de Iron Claw, c'est ça? Comment il s'appelle? The Claw? J'ai oublié dans Spider-Man, justement, son supposé personnage. The Prowler. The Prowler, excusez-moi, c'est à cause qu'il y a une griffe. Quoi que ça serait le genre à Sony là, de faire des spin-offs de juste tous les méchants de Spider-Man pas clairs. Là. D'autant plus qu'on l'a vu en live action, donc en prise de vue réelle. Ça nous rappelle aussi que Kraven the Hunter a été reporté puis que j'ai déjà oublié que ça existait. Ouais. Je suis tombé sur un poster l'autre fois avec la mauvaise date là, en faisant le ménage de des affaires puis j'ai fait comme « Ah oui, c'est vrai, ça va exister ça. » Fait que moi, ça fait le tour. Oui, je voulais juste revenir sur un truc parce que à chaque semaine, il y a des sites spécialisés en box-office qui font des mises à jour, des prédictions soit de la fin de semaine à venir et des prochaines semaines. Fait qu'à mettons qu'ils font des prédictions des 5 prochaines semaines, à chaque semaine, on avance dans le temps. Puis là, ils viennent de ramasser
le fameux week-end, le très étrange week-end du 13 octobre, qui normalement aurait été le week-end parfait pour un film d'horreur comme L'Exorciste, mais là, on l'avait annoncé que la suite, là, The Exorcist Believer, a été devancée au 6 octobre. Ce qui est complètement fou parce qu'un vendredi 13 octobre, c'est l'ultime date. En plus, t'es comme 2 semaines avant l'Halloween, fait que t'as le temps de maximiser ton film d'horreur. Mais c'est Taylor Swift qui est le plus grand monstre de la pop qui a fait fuir tout le monde. Puis là, les pronostics sont pas encore clairs, là, mais on parle d'un week-end d'entre 90 et 150 millions de dollars c'est fou, pour un spectacle de musique en ligne. Ouais. Ben, pas en ligne, excusez, un spectacle de musique filmé. Puis c'est complètement Coco Banane. Parce qu'en plus, là, c'est ça, je pense qu'on avait discuté, là, le film peut pas jouer la semaine, il faut qu'il joue juste les fins de semaine. Fait que ça va encore plus. Personne ne peut aller le voir le lundi. Fait que ça va ramener du monde au dimanche. Si je me trompe pas, les billets sont un peu plus chers aussi, mais ça me dit ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est toujours des programmations spéciales, ça fait ça. Puis c'est Taylor Swift elle-même qui a un peu dicté le prix des billets. D'accord. Là, parce qu'elle doit avoir une cote, j'imagine aussi. C'est sûr qu'elle a une cote, elle est productrice de tout ça, mais c'est parce qu'elle a dit comme billet adulte, il faut que ça soit 19,89, qui est le titre de son album. Puis billet enfant et aîné, 13 et 13, juste pour que ça soit moins cher, puis parce qu'elle aime le chiffre 13. C'est un peu random. Puis, ben, c'est pas obligatoire, mais on invite à mettre ces prix-là, mais il y a quand même un prix minimum. Là. Tu peux pas faire les billets à 6 $ avec tes promos du mardi ou des affaires de même, là, je pense pas. Là. Sinon, ce qui arrive dans ce temps-là, en tout cas, c'est de la paperasse. Là. C'est que si tu fais des prix plus bas, ben, le marché aime pas ça, puis tu te fais taper ses doigts, là, fait qu'il y a comme la réglementation. Là. Fait que oui, c'est pour ça que ça va engendrer. C'est pas 2 fois plus cher comme la plupart des opéras, des choses comme ça, mais c'est peut-être 150% d'un prix de billet, mettons. Là. Fait que, ouais, c'est complètement fou. Ouais, c'est un phénomène que j'ai du mal à m'expliquer. Je comprends qu'elle soit populaire et tout ça, mais que ça génère autant de revenus, autant de rareté des billets, c'est fou, là. Mais là, ça nous a amené, c'est drôle parce que là, au bureau, on parle toujours de cinéma, là, comme nous, on en parle en ce moment, mais là, on s'est mis à parler plus de musique. Puis, tu sais, comme il y a des statistiques qui disent là, qu'après, je pense justement 30 ans, là, tu découvres de moins en moins de musique. Là, fait que je suis un peu là-dedans. Là, je réécoute les nouveaux, je réécoute des vieux trucs, je réécoute les nouveaux albums d'un Carquois, par exemple, là, de Ben que j'écoutais avant. Bon, Carquois est le meilleur exemple parce que ça fait 10 ans qu'il n'avait pas fait d'album, là, mais... T'es pas une Swiftie? Non, c'est ça. Puis en fin de semaine, je demandais à ma blonde, puis elle écoute pas ça tant que ça, mais elle connaît plus le top 40, puis ce qui joue plus à la radio populaire, mettons. Puis, parce que si elle l'écoutait, je le connaîtrais de fait, là, à un moment donné. Disant que tu viens avec quelqu'un, tu subis des choses, là, tu sais. Fait que... Mais que je lui ai dit, c'est quoi ces hits? Puis là, elle m'a fait jouer. Puis là, j'étais, OK, c'est elle. Ça. OK, c'est elle. Je savais pas que c'était elle, mais c'est quand même des verres d'oreille. Oui. Mais moi, dans ma tête, c'est comme, je pensais encore que Beyoncé, c'était la top actuelle. Puis là, on s'est mis à regarder des classements de ventes générées par des tournées de spectacles, puis des choses comme ça. Puis là, ben, Taylor Swift va évidemment... inévitablement la dépasser, mais là, sa tournée est encore jeune. Elle vient de finir américaine, puis elle commence ailleurs dans le monde et tout. Là. Mais on parle d'1 milliard de recettes pour sa tournée. Hein. Ouais, je pense que c'est la première artiste à générer ce chiffre-là. Là, je sais pas, parce que c'est sûr que mes statistiques, ben, c'est genre des articles Wikipédia, là, mais il y a plein de trucs différents. Il y en a qui disaient que U2 ont eu des bonnes tournées dans le temps, des choses comme ça. Puis là, ça dépend si tu comptes par tournée. C'était qui? C'était-tu... Elton John a une affaire que, tu sais, c'est le même spectacle depuis genre 6 ans. Là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça monte sans fin, alors que d'habitude, un artiste, après 2 ans, tu sais, il montrait des Coldplay. Ben là, on a fait le tour du monde une fois, c'est assez. Là, on passe à autre chose. En tout cas, bref, parenthèse musique, là, j'espère que ça vous saoule pas tout le monde, mais... Ça va être un phénomène encore, c'est sûr, parce que un film musical comme ça de concert... Il y en a déjà eu, mais c'était des petites sorties, ça faisait quelques millions, puis c'est tout. Là. Ouais, souvent, c'était comme un soir, mettons, il va être disponible à l'achat ou la location en ligne, je sais pas, le 20 octobre. Ben, le jeudi 19 octobre, tout le monde, une projection seulement dans plein de cinémas participants. Fait que il ramasse 6 millions comme ça, puis passe à autre chose. Mais là, c'est un week-end de 150 millions, puis là, le film, il joue au moins 3, 4, 5, 6 semaines. Fait que finalement, ça se peut que ça soit dans le top 5 des films les plus payants au cinéma aux États-Unis, mettons. Parce que le film, je pense pas qu'il sorte mondialement, parce que la tournée, elle va la faire. Fait que je pense pas qu'elle va le brûler. Fait que ça doit être juste aux États-Unis pour l'instant.
Mais D'ailleurs, écoute, si tu as le goût, on pourrait se payer la location d'une salle. Aux États-Unis, AMC offre un forfait de 800 $, alors que tu peux avoir la salle pour toi et tes invités. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'il fait ça, mais il y a plein de cinémas au Québec où tu peux louer des salles et tout. Puis c'est pas tant que ça un deal. Dans le fond, ils ont dû juste dire, là, je pense qu'il va y avoir du monde assez fou pour le faire. Comme ça, parce que le monde va pouvoir. Si tu vas à une projection normale, puis tu te mets à chanter puis à crier comme si tu étais au spectacle, ça passera pas. Mais si tu la loues pour toi, puis tu veux faire un genre. Un petit truc de bureau. C'est ça, mais pas mal, tous les cinémas ou presque permettent de louer des salles, des affaires comme ça. C'est juste que c'est des prix assez chers parce que tu t'empêches plein de monde, c'est ça. Fait que tu annules des projections pour le mettre en privé, etc. Là. Fait que c'est pas nouveau de pouvoir faire ça. Mais peut-être que des grosses chaînes comme AMC ou Cineplex, c'est plus compliqué de louer une salle peut-être, un dimanche après-midi. En tout cas, ils font juste le publiciser plus avec cet événement-là. Je sais pas. Je pense pas. Parce que même affaire, vu que c'est comme une sortie événement, puis là, de plus en plus, on en parle, puis on est à 1 mois de la sortie de ça me rend curieux, mais j'ai aucun intérêt parce que j'écoute pas ça. Là. J'ai rien contre la musique. Là. C'est de la pop bien construite et tout, mais moi, je n'écoute pas. J'irai pas me taper 2h50 de spectacle de moyen d'intérêt. Là. Fait que, bref, je pense que ça va finir que j'aurai pas le temps, puis... Je vais aller voir d'autres choses à la place, mais toi, tu vas-y aller? Ta fille écoute ça? Ma fille est une grande fan. Fait que elle a travaillé avec des amis. Ouais, c'est ça. Ce sera pas son premier choix, je pense. Non, je penserais pas. Écoute, non, l'écouter à la télé, ce serait un truc, mais presque 3 heures de show dans un cinéma, là, un peu moins mon genre aussi. Mais en tout cas, Taylor Swift de Eras Tour le 13 octobre. Mais remarque, on dit ça, puis peut-être que le prochain film va être à peu près de la même durée. Je pense qu'on ne l'a pas encore officiellement, mais Aquaman and the Lost Kingdom, on a eu la bande-annonce, cette première bande-annonce qui dévoile des images. On était un peu sceptiques, on en parlait la semaine dernière, est-ce qu'il sortirait vraiment pour la date annoncée? En tout cas, il semblerait que oui, parce qu'on dit vraiment que 20 décembre. Exact. Moi, je pense que si on est... dans le fond, on répète, là, si vous n'avez pas écouté tous les épisodes, on s'en tient pas rigueur. Quand Warner Brothers a déplacé Dune, là, on s'est mis à tous s'inquiéter de tous les autres films, puis ils ont comme 3 films qui prennent l'affiche en décembre. Aquaman, Wonka et The Color Purple. Fait que c'est très bizarre, mais là, on a envoyé des bandes annonces pour chacun de ces films-là. On semble confirmer que c'est des publics un peu différents. On garde ça. Fait qu'on cherche quasiment un monopole des écrans chez Warner Bros. Pour le temps des fêtes. Fait que là, il se passait rien avec Aquaman. C'est même pas sûr si ça allait pas être reporté encore. Puis là, paf, cette semaine, la nouvelle... En fait, début de la semaine, ils ont envoyé un teaser pour dire que la bande-annonce sortirait dans quelques jours. Et là, la première bande-annonce pour Aquaman and the Lost Kingdom, qui doit être traduit par Aquaman et le Royaume perdu. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. C'est ça. Et de James Wan pour le 20 décembre. Alors, ça va être le film du temps des fêtes. Le premier Aquaman était sorti au temps des fêtes 2019, dans le fond. Décembre 2018. Oui, c'est ça. Dépendamment comment on voit les choses. Et c'est... On l'oublie, mais c'est le plus gros succès du DCEU, donc l'univers DC Comics, là, Wonder Woman, Batman, toutes ces affaires-là, au cinéma. C'est le premier Aquaman. C'est le seul qui a fait plus d'1 milliard de dollars à l'international. C'est vraiment une surprise, honnêtement. Puis, tu sais, honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'est un film assez divertissant, là, somme toute, avec Jason Momoa dans le rôle de titre. Je pense que ça avait été un grand succès beaucoup à l'international, bien qu'aux États-Unis aussi, là, quand même. Mais... donc, on retrouve notre Aquaman maintenant père de ce qu'on peut voir, père d'un petit garçon. Trouve, je pense, difficile entre régner comme roi d'Atlante et sur Terre. Il semble partager son temps entre les deux mondes. Et évidemment, c'est Mamba, c'est un Black Mamba qui était le méchant du premier qui revient. Il était comme un des méchants. Un des méchants, oui, c'est vrai. Parce que c'était... on avait aussi... de la trahison. Oui, c'est ça, des personnages d'Atlante. C'était Willem Dafoe, me semble. C'était Willem Dafoe, ok. Parce que je me souviens qu'il y avait, on le voit, le personnage de Patrick Wilson revient dans celui-là. Oui. Il était dans l'autre, je sais plus c'était qui. C'est le demi-frère de Aquaman. En fait, il faisait partie, je pense, du complot de détrôner, ou en tout cas d'empêcher Aquaman de régner. Puis là, j'ai juste écouté la bande-annonce une seule fois. Et il y a un moment où on voit qu'il va le libérer. Là. Puis là, il a comme les cheveux longs et une grosse barbe. Puis là, il est en chest puis il est musclé comme
un gars de 22 ans qui fait du CrossFit. Oui. Penses-tu que c'est lui, pour vrai, ou c'est comme une doublure? Parce que tous mes respects à Patrick Wilson, mais il a quand même genre 45 ans. Ouais, écoute, Mais ça se peut, là, Jackman fait ça aussi, mais c'est pas un... C'est un comédien qui a l'air en forme, mais on ne l'associe pas à pouvoir râper du fromage sur ses abdominaux. Là. Pourtant, c'est ce qu'il montre dans ce film-là. Fait que ça m'a vraiment... On en saura plus pendant peut-être la tournée de presse si le conflit se règle un jour. Ouais, parce que oui, effectivement, c'est pas un genre de look qu'on associe à lui. En fait, on le voit rarement en chest dans ses autres films. Là. C'est ça. Quoi que ça pourrait être intéressant pour les prochains Conjuring, là, pis ces affaires. Un peu comme dans Barbie, là, quand il y a le combat des Ken là, sur la plage, puis là, amené Gosling, pendant qu'il chante sa chanson, il se flash un peu le chest, puis là, ça fait repousser quelqu'un. Ouais. Mais je verrais ça, mais envers des démons possédés, là, une espèce d'exorcisme sexy. Il se met de l'eau bénite sur le chest. Ouais, c'est ça. Mais écoute, j'ai apprécié la bande-annonce. Visuellement, ça a l'air tout aussi spectaculaire et éclaté visuellement que le premier film. Là. On va nous montrer d'ailleurs un autre monde. Là. Dans le premier film, il était question d'un des royaumes perdus. Là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir. Puis c'est... Manta est joué par... j'ai oublié, Yahya Abdul Mateen 2, c'est ça son nom, qu'on a vu dans de plus en plus de films, là, dans Candyman, mais il était dans Ambulance, puis dans le dernier Matrice. Fait que c'est pas tous des exemples de bons films, mais lui, il est toujours bon dans ses films. C'est un comédien que je trouve très charismatique puis que j'apprécie beaucoup. Ouais. Puis en tout cas, les premiers échos d'Internet, les gens sont sceptiques avec le DC Universe en général parce qu'on sait pas trop où ça s'en va. Mais les commentaires, c'est que le look puis la mise en image de Black Manta et d'Aquaman, tout a l'air cool. On a revisité aussi le costume d'Aquaman. Là, il a l'air très brillant, là, comme une cuillère de pêche. Ouais, finalement, là, bronze et tout. Il évoque un peu plus l'Aquaman de la bande dessinée là, pour les mordus du look classique. Puis écoute, sans grande surprise, on n'a pas vu Amber Heard et son personnage. Ouais, bon, OK. Pour la longue histoire courte, c'est qu'il y a eu des démêlés de justice avec Johnny Depp. Ça a fait un tollé. D'ailleurs, je pense qu'il y a un documentaire sur Netflix sur toute cette saga-là qui est sortie, mais aussi sur le positionnement que les médias sociaux ont forcé envers ces gens-là. Là. Ça donne pas carte blanche, mais c'est très bizarre. Moi, je trouve que les médias... il y avait des chaînes qui repassaient 24 heures en live feed. Tu pouvais écouter le procès, puis tout. Je trouve ça complètement capoté, mais dans une heure où le monde adore la télé-réalité et toutes ces choses-là. Je comprends que ce soit là, mais je trouve ça vraiment vicieux. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, elle a un peu mauvaise presse suite à ça. Sur IMDb, elle est là. Il y a un enfant, c'est avec son personnage qui l'a eu. D'après moi, elle va être un peu dans le film, mais elle sera pas au centre des aventures. Fait que moi, je guesse qu'elle a 3 minutes 15 de temps d'écran, qu'elle part à l'épicerie, puis que lui part à l'aventure. Elle semble très amère de tout ça. C'est un jeu de mots océanique de dire amère, voilà. Mais elle prétend que son rôle a été coupé suite à tout ça. James Wan est sorti cette semaine, justement, disant non, c'était toujours, dès le départ, prévu que la première histoire, c'était comme leur histoire d'amour entre eux, mais que le deuxième, c'était vraiment une histoire entre frères, donc Aquaman et Orm, là, joué par Patrick Wilson, qui est plus au centre de l'histoire, donc qui dit vrai, difficile à dire, on verra bien jusqu'à quel point ça représente dans le film. Puis d'ailleurs, Wan aussi s'est gardé au secret quant à peut-être une éventuelle apparition d'un autre personnage, parce que c'est un des problèmes d'Aquaman aussi. Là, on était complètement en reshoot. On a retourné beaucoup de séquences parce que à l'origine, Michael Keaton devait être là en tant que Batman. Pour tout mélanger les cartes. Oui, parce que même à l'origine, je pense qu'il sortait avant de Flash, quelque chose comme ça. Fait que, bref. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais, puis là, on a coupé ça pour tourner des scènes avec Ben Affleck, finalement, en Batman. Oui, OK. Qui semble aussi avoir été coupé. On va mettre quoi à George Clooney? Là, écoute, là, c'est ça? Ça serait un peu ridicule, mais bon, bref, on verra bien. Mais je pense que probablement qu'ils ont été dans une approche plus certaine. Et moi, je ne m'attends pas à voir des visages connus des autres super-héros. Là. J'ai l'impression qu'on... Mais ce qui est... Je suis vraiment curieux de... ça va être quoi les résultats juste au box-office? Je suis juste curieux de ça. Le film, je pense pas que ça va être une catastrophe. Je pense qu'il va être égal à peu près à tous les autres. C'est-à-dire que si ça t'intéresse, c'est le fun. Si t'es tanné de ces films-là, c'est pas lui qui va te faire changer d'idée. Là. Ouais. Fait que d'après moi, il va faire un peu moins, mais j'y souhaite qu'il se plante pas autant que tous les autres. Là, parce que
en tout cas, c'est pas bon non plus pour la bannière et Non, pour tout. Là. c'est C'est pas que Warner peut pas juste essuyer des pertes. insuccès à chaque fois. Là. Fait que, tu sais, d'ailleurs, dernière parenthèse, ils ont sorti une nouvelle bande-annonce pour The Marvel, je pense, cette semaine. Où, souvent, on n'en reparle pas là, quand c'est rendu au 3e, puis des affaires comme ça. Puis je l'écoutais, puis j'étais genre, hey, je pense que j'ai hâte à ce film-là. OK. Parce que je crois que, oui, j'étais victime de la fatigue des super-héros. On a eu Blue Beetle cet été. Ça se peut que vous dites, quoi? Ben, c'est ça. Mais je me suis un peu ennuyé des Marvel. Peut-être que je vais en voir un puis je vais faire OK, c'était correct, mais ils ont fait une pause cet été. Le dernier, c'était. Gardien de la Galaxie. Gardien de la Galaxie, c'est vrai. Ouais. C'était quand même au début du mois de mai. Là. Il y en a qui l'ont peut-être vu plus tard en juillet, mais nous, on l'a vu direct au début. Fait que ça fait comme 3 mois, 4 mois. Puis là, Marvel sort juste le 10 novembre. Fait que j'ai comme. Ouais, j'espère encore qu'on va ramener une histoire qui va se construire vers un gros méchant et toutes ces affaires-là. Mais je sais pas. Sauf que c'est des films qui s'écoutent bien. Là. C'est pour ça. Ouais, vraiment. Tu te casses pas à noix, t'écoutes ça. Souvent, les blagues sont bien. En tout cas. Fait que Aquaman aussi, je suis curieux. Je trouve que du temps des fêtes, là, une journée que. Une grosse tempête de neige. Tu rotes un peu de pâté, puis tu t'en vas écouter ça au cinéma. Je trouve ça le fun, moi. Donc, attaquons les sorties de la semaine. C'est ça, on dit que c'est des petites semaines, mais on parle pendant une demi-heure en entrée de jeu. Fait que j'imagine que si vous nous écoutez, vous aimez parler de cinéma et que peut-être vous nous criez dans l'autobus quand on oublie des prénoms ou qu'on dit des affaires erronées. Là. Moi, ça m'arrive. Après, je monte l'épisode, puis là, je réécoute, puis je suis comme pourquoi on a nommé telle personne? C'est pas lui, on s'est trompé de nom, mais les deux, on s'en est pas rendu compte ou des affaires de même. Des fois, je dis des box-office. Ouais, je pense que ça fait à peu près 300 millions, puis là, je vérifie, puis c'était comme 200. Imbécile. Je suis très difficile envers moi-même. Ouais, c'est la joie de la spontanéité. Voilà. Alors, restons dans l'esprit d'Halloween, tu le disais, qui s'en vient tranquillement. Donc, Hunting in Venice de Kenneth Branagh et le retour d'Hercule Poirot. Oui, Mystère à Venise, au Québec, qui, on y reviendra, est inspiré d'un livre qui n'a pas du tout ce titre-là, finalement. Effectivement, oui. On est en 1947. Poirot est maintenant retraité en Italie. Puis il va être approché par une vieille amie qui est une auteure ou une autrice, je ne sais plus ce qu'on dit. Les deux. Autrice, ouais. En tout cas, de romans policiers. Une écrivaine de romans policiers qui va l'inviter à venir assister à une séance de spiritisme. Bon, il est très réfractaire à tout ça. Mais elle dit non, viens, c'est parce que j'ai besoin de ton avis. Moi, je pense qu'elle pense que c'est pas vrai, mais elle veut, comme c'est le meilleur détective, elle veut qu'il vienne détecter. Fait qu'ils vont se rendre dans cet endroit un peu lugubre qui est un genre d'ancien pensionnat, truc weird. Puis, la soirée. En tout cas, je pense. Un quoi? Orphelinat, je pense. Orphelinat, oui, c'est ça, OK. Puis la soirée va tourner au vinaigre parce qu'il va évidemment avoir un meurtre. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire d'Hercule Poirot. Fait qu'il va mettre tout le monde pas à huis clos, qu'on appelle ça, en quarantaine un peu, enfermer tout le monde à l'intérieur, puis essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux. Mais dans ce lieu sinistre, là, il va être confronté entre peut-être la réalité ou des visions, des choses comme ça. Fait que c'est parmi les trois, on se rappelle que depuis que c'est Kenneth Branagh qui est aux commandes, qui réalise et qui joue Hercule Poirot, il a fait le crime de l'Orient Express. Après, il y a eu Mort sur le Nil qui avait été un peu malmené par la pandémie, reporté une couple de fois. Et là, c'est le troisième, Mystère à Venise. Fait que c'est vraiment lui qui est le plus... qui flirte le plus avec les codes de l'horreur. Fait que peut-être que c'est pour ça une sortie... c'est comme quelqu'un qui aime un thriller, mais pas un film d'horreur. Là. On est juste sur ce niveau-là. Fait que je te passe la loupe. Ben oui, écoute, moi, j'avoue que d'emblée, je suis un grand fan de Kenneth Branagh, que j'ai découvert avec son premier film, Henri V, en 89, une adaptation de Shakespeare, alors qu'il était tout jeune. J'ai pas vu tous ces Shakespeare. Fait que moi, je suis un grand fan. Puis honnêtement, sans que ce soit des films de grands films, les deux premiers m'avaient assez diverti quand même. Même s'ils étaient très fidèles d'ailleurs au roman d'Agatha Christie, alors que tu l'as mentionné, là, celui-ci, c'est quoi, Meurtre à Venise, c'est ça? Mystère à Venise est très loin du roman original d'Agatha Christie, mais je vais vous y revenir après avec quelques fun facts, justement. D'accord. Mais moi, je pense que c'est le meilleur des trois, honnêtement. Ça m'a bien diverti. Pour ceux qui aiment, qui ont
déjà écouté, qui connaissent la filmographie de Kenneth Branagh, ça évoque, je dirais, plus son Dead Again de 1991, qui était son premier film américain. Un petit thriller hitchcockien vraiment bien fait. Puis, fait qu'il y avait un petit côté justement intimiste dans celui-ci, alors que les deux premiers étaient plus du Branagh souvent tape à l'œil. Si on peut lui reprocher des fois quelque chose, il y a beaucoup de mouvements de caméra, puis tout ça, fait que il y a un style très flamboyant des fois dans sa mise en scène, alors que là, on est beaucoup plus intimiste, très huis clos aussi. Ben, c'est ça. Peut-être que les lieux l'ont contraint à faire ça aussi, parce que le premier est autour du train, fait que tu peux, oui, dans le train, c'est petit, mais tu peux flyer autour, puis même chose quand il se promène en bateau sur le Nil et tout, mais là, oui, on voit quand il navigue sur... c'est pas la Seine, c'est... C'est à Paris, en France, mais en tout cas, dans les canaux. Le canot de Venise, oui, c'est ça. Là, on est un petit peu plus excité quand on est sur les toits, mais rapidement, quand on est à l'intérieur de l'immeuble, ben là, et je dirais que entre quatre murs. Là. Aussi, visuellement, c'est celui qui semble le plus crédible, le plus réel. Alors que les deux premiers, on sent les décors virtuels. Là, ouais, c'est ça. Le deuxième, là, particulièrement, surtout, là, lui, ça lui fait mal. Là, parce que à chaque fois qu'ils sont sur le pont du navire, ben là, tu vois le green screen et tout à côté. Là, fait que j'ai plus apprécié peut-être justement cette approche-là plus réaliste. Je pense qu'il y avait une question de budget aussi, là, vu que le deuxième a coûté quand même assez cher avec la pandémie, puis ça avait fait moins d'argent. Je suis même étonné qu'on a fait un troisième. Je suis bien content. Je pense qu'il était juste déjà en feu vert et tout, fait qu'il peut plus se rétracter. Là. Puis, fait que voilà, fait que si vous avez aimé les deux premiers, je pense que vous ne serez pas déçus par celui-ci. Si c'est un peu moins votre genre, ben essayez-le quand même. Je pense que celui-là est une bonne porte d'entrée. Branagh, je trouve qu'il fait un Hercule Poirot très, très efficace, là, toujours intéressant à voir. Puis, il y a un casting aussi quand même assez... dans tous les films, il y a un casting incroyable. Et encore là, cette fois-ci, il y a des visages qui... surprenant, mais qui fonctionne très bien. Tu sais, Branagh a ramené Hercule Poirot, mais ça avait déjà été fait. Ben oui, en série télé, mais en film, je me souviens plus des années 70, je pense. Puis c'était ça la recette. C'est comme, ça te prend des vedettes, parce que si tu mets des no-names puis une vedette, tu vas dire, ben c'est lui le coupable, c'est sûr, c'est l'autre personne connue, ce qui arrive souvent dans des films d'action, des affaires de même. Là. Quand on parle des films de super-héros, en général, c'est comme, l'autre personne est trop connue, d'après moi, ça va être le traître. Là. Mais fait qu'ici, ben, on change de casting un peu à chaque fois, fait que, parce que c'est des nouveaux personnages. Tina Fey, qui est quand même surprenant, alors qu'elle est dans la comédie, dans Saturday Night Live, toutes ces affaires-là, mais dans un rôle complètement sérieux. C'est elle qui joue son amie autrice. Michelle Yeoh, qui joue justement, elle qui va évoquer des esprits, la médium, voilà. Camille Cotin, la française, qui est plus la femme de... Une bonne. La bonne, c'est ça. Puis le duo Jamie Dornan et Jude Hill que Kenneth avait dirigé dans Belfast. Fait que Jude Hill, ça m'a pris ouais, c'est ça. Ça m'a encore en duo par fils. Ça m'a pris un temps à le reconnaître vu qu'il a ses petites lunettes, les cheveux lichés, puis qui est comme l'espèce d'enfant spécial qui se tient pas avec les enfants, puis qui lit du Edgar Allan Poe. Là. Mais ouais, fait que puis une autre ribambelle de comédiens. Là. Fait que ouais, j'ai quand même apprécié. C'est un casting qui est le fun de voir évoluer. On dirait que tu le sais pas. Ça peut être plein de monde pour différentes raisons. C'est un peu ça ce qui évoque jusqu'à temps qu'ils finissent par resserrer l'étau puis là, trouver des indices quasiment invisibles. Voilà. Non, puis ça, Tina Fey, que j'ai bien aimé justement dans le rôle d'Ariane... attends, ça, je vais bien dire son nom. Qui joue... je peux pas t'aider. Ariane Oliver, c'est ça. Je pense que j'ai oublié. Donc, en fait, c'est un personnage récurrent dans les romans d'Agatha Christie, où c'est une écrivaine, justement, qui... Ouais, c'est comme si elle écrit l'équivalent de Hercule Poirot. Ouais, c'est ça, justement. C'est comme un rôle un peu méta, là, un personnage méta d'Agatha Christie. Mais, ouais, parce que c'est quand même dans le film, elle a une très bonne réplique et très sharp, là. Elle fait très... personnage femme forte des années 30-40 là, qu'on voit dans ces vieux films-là. Fait que je trouvais qu'elle était très bonne. Et puis, un petit... je salue aussi la direction artistique du film aussi, vraiment intéressante. Et la musique aussi. Ouais. Peux-tu prononcer son nom? Non, je vais te laisser. Je l'ai même pas écrit. Okay. Je sais que c'est... Il dure... Ouais, c'est parce que c'est une islandaise. Fait que ça finit par... c'est pas Sun, c'est Ditur. Là. Il dure. Je sais pas trop quoi Ditur. On s'excuse. Elle a eu l'Oscar de la meilleure musique pour The Joker. Ouais, puis elle était beaucoup dans la contrebasse avec son instrument, je pense. C'est pas-tu violoncelle plutôt? Violoncelle, en tout cas. Bref, ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même une musique un peu minimaliste, ce qui est un départ pour Branagh, parce qu'il joue, lui, embauche souvent le compositeur Patrick Doyle, là, qui a fait beaucoup de ses musiques, qui est plus grandiose, orchestrale comme
comme musique, mais fait que, bref, j'ai bien apprécié toute l'ambiance sonore. C'est ça, parce qu'à musicale. l'inverse, il y a souvent des moments complètement silencieux. Comme... Mhm. Fait que là, si t'as la bouche pleine de popcorn, tu vas comme arrêter de mâcher parce que t'es comme OK. Puis là, on entend une petite voix au loin ou quelque chose, puis là ça reprend. Puis il y a une des comédiennes qu'on s'est dit, hey, elle a un visage connu qui est Kelly Riley, qui joue justement la personne là, chez qui tout ça va se dérouler. Ouais. Là. Mais finalement, moi, je t'avais dit, oui, il me semble qu'on l'a vu ensemble récemment dans un film, tout ça. Puis, c'était pas vrai. OK. Je m'étais trompé, mais moi, je l'ai vu récemment. Okay. J'ai écouté une série qui s'appelle Salade grecque, Greek Salad, qui est une suite de l'Auberge espagnole, la trilogie des films de Cédric Clapiche. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Donc, elle jouait dans les poupées poupées avec russes. Comme l'enfant. Ouais, avec les deux enfants, de en fait, Romain de Edel, de Wendy, qui était justement dans le deuxième film, Les poupées russes. Donc, fait que voilà. Fait que c'est pour ça que son visage... Je me souvenais de l'avoir vu récemment, mais je pensais que c'était au cinéma. Mais non. Puis elle, à la base, c'est une Américaine? C'est une Britannique. Une Britannique. Anglaise, oui, tout à fait. Eh bien. Puis donc, fait que juste quelques fun facts sur quoi le titre du roman. livre, finalement? En anglais, c'est The Halloween Party, mais en français, c'était La fête du potiron. Okay. Le roman date de 1969. C'est une très vieille traduction, La fête du potiron. Ouais. C'est comme la façon de dire la fête de la citrouille, mais en tout cas, c'est vieux. C'est quelle année, le roman? 69, OK. qui est vraiment quand même une des œuvres un peu mineures d'Agatha Christie. Là, fait que c'est pour ça que le nom va rien vous dire. Là. Par exemple, en 1999, on a changé le nom pour le nom actuel, qui est Le crime d'Halloween, qui est déjà un petit peu mieux. Mais écoute, l'histoire n'a rien à voir avec la version cinéma. Là, fait que, puis, d'ailleurs, les producteurs et Branagh ont réussi à convaincre un peu les ayants droit d'Agatha Christie, là, qui étaient d'accord pour les changements. Monsieur Christie. Oui, M. Christie, qui, lui, a toujours une bonne business de biscuits. Oui, c'est ça. En fait, c'était Branagh qui voulait changer les lieux parce que tout d'abord, l'histoire se déroule dans un petit village anglais et non à Venise. Donc, déjà là, en partant, il voulait vraiment juste prendre l'air un peu mystique, un peu étrange, insolite de Venise, un peu hanté. Là, on associe souvent un peu avec ça. Et puis, l'histoire se déroule dans les années 60 et non en 1947. Là, fait que lui a reculé ça dans le temps pour avoir une trilogie, en tout cas une série plus conséquente, plus collée avec ses autres films. Et le personnage de Joyce, qui est la médium dans le film, joué par Michel Yeoh, en fait, dans le roman, c'est une adolescente. Fait que ce personnage-là n'existe même pas comme il nous a présenté dans le film. Et tout l'intrigue non plus, aucun rapport. Fait que vraiment, ouais, on a regardé quelques petits brides. On a juste dit, hey, une séance de genre de spiritisme. Il n'y en a même pas non plus dans le roman. C'est vraiment... Mais pourquoi il est inspiré de ce livre-là? Il n'y a rien inspiré de ce livre-là, finalement. Écoute, il y a le personnage le meurtre de Joyce. Bon, en tout cas, désolé pour les spoilers, mais c'est pas... La fille, ça? Oui, et non. Faut couper ça au montage? Je sais pas les noms des personnages. Oui, c'est ça. J'irai pas plus loin. Mais non, on a gardé cette idée-là de... même là, non, écoute, on aurait pu appeler ça honnêtement n'importe quoi d'autre. Ils ont dû l'associer à celui qui est le moins connu, juste pour pas dire que c'est une histoire originale, puis pouvoir ramener à dire d'après Agatha Christie, mais finalement... Ouais. En tout cas, c'est juste parce que je suis choqué d'apprendre ça, mais c'est pas une façon de dire que ça vaut plus la peine le film. Là. C'est pas non, c'est ça. C'est vraiment juste une interprétation complètement différente et une recréation finalement de l'œuvre, là, contrairement aux deux premiers. Alors, si vous êtes fan d'Agatha Christie, c'est sûr que vous allez être un peu peut-être dérouté par tous ces changements-là. Mais bref, sans trop donner de spoiler, c'est ça. On en a pris beaucoup de liberté avec l'intrigue. Allons ailleurs complètement. Film québécois Solo de Sophie Dupuis. Oui, troisième film de Sophie Dupuis après Chien de garde et Souterrain. On va suivre Simon, joué par Théodore Pellerin, qui est dans tous ses films depuis son premier. La muse de Sophie. Puis, d'ailleurs, je lisais en entrevue qu'au début, ils se connaissaient pas, mais là, depuis Chien de garde, ils sont devenus amis. Puis que même dans le processus d'écriture ici, elle a impliqué Théodore un peu. C'est lui-même, c'est pas un scénariste, là, il écrit pas dessus, mais il pitchait, j'ai ce rôle-là pour toi, puis un peu de back and forth.
et tout. Alors, le personnage de Théodore Pellerin, Simon, qui est drag queen en pleine ascension, qui jouit d'une popularité croissante, qui va s'engager dans une relation avec un nouveau collègue, un nouveau drag queen français qui vient d'arriver au bar, donc personne ne connaît, joué par Félix Mariteau. Mais au même moment aussi, il va tenter de renouer avec sa mère, jouée par Anne-Marie Cadieux, qui est une chanteuse d'opéra de renommée internationale, qui est de passage à Montréal après genre 15 ans d'absence. Fait que c'est une mère très absente qui n'a jamais élevé ni Simon ni sa sœur. Fait qu'il va se retrouver de plus en plus imbriqué isolé dans cette nouvelle relation passionnante avec son collègue, dont le nom m'échappe, Olivier, je pense que c'est ça. Et tout ça aussi, se sentir un peu... vouloir renouer avec sa mère au travers de ça. Fait que cette espèce d'étau qui va se resserrer dans une relation toxique quand même, peut-être même 2 relations toxiques au travers de ça. Fait que rapidement, au générique, il y a Théodore Pellerin, Félix Mariteau, Anne-Marie Cadieux. Les autres... moins connus, mais il y a quelques vraies personnes du monde du drag queen, dans le fond, qui ont des rôles de drag queen. On comprend qu'il est toujours associé au même bar où il fait un spectacle, c'est pas très clair, peut-être une fois par semaine ou quelque chose comme ça, fait qu'il est toujours en train de préparer son prochain numéro. Sa sœur est couturière, fait qu'elle lui fait ses costumes. Lui, on comprend qu'il est maquilleur professionnel, fait qu'il a comme toutes les skills pour continuer à travailler ça. Fait que sa semaine, c'est pas mal de préparer son prochain numéro puis voir un peu des amis au travers de ça. Ce qui est très bien dans le film, c'est que c'est pas une quête sur genre son homosexualité ou l'ascension dans le monde des drag queens, puis qu'est-ce que ses parents vont dire. Non. Son père, même sa mère qui est pas là, mais son père, sa belle-mère, sa sœur, on sait qu'il est homosexuel, lui est célibataire, on sait que c'est un drag queen. Ses parents vont le voir en spectacle. Ben, quand je dis ses parents, son père et sa belle-mère vont le voir en spectacle souvent. Puis il apprécie, puis il le célèbre, puis c'est tout. Là. Comme un musicien qui ferait un band un peu amateur en espérant d'être de plus en plus populaire, puis des choses comme ça. Puis évidemment qui aime la réception du public et ces choses-là. Mais après ça va être... On aurait pu prendre toute l'histoire de la relation un peu toxique et la mettre dans un milieu complètement différent. Mais visiblement, c'est ça, mais visiblement, il y a un désir de Sophie Dupuis qui doit aimer le monde de la drague puis mettre ça là-dedans. C'est pas un problème spécifique à eux, c'est pas un problème par rapport aux homosexuels ou quoi que ce soit. C'est juste, on a pris ce contexte-là. Et je pense que c'était un bon défi pour Théodore Pellerin. Il est super bon comme d'habitude. Ça permet aussi beaucoup de dynamisme dans la mise en scène et avec des popularités comme des RuPaul Drag Race puis des affaires comme ça, de mettre en image ce phénomène grandissant, mais qui fait aussi polémique. Le film fait pas polémique, mais on vous apprendra pas que... L'univers lui-même. Ouais, les drag queens qui lisent des contes, ça fâche beaucoup de gens sur Internet. Pauvre Sophie Dupuis qui sort son film un peu dans une tourmente. Ça s'est calmé un peu, là, mais au printemps dernier. Il y a plusieurs controverses entourant tout ça. Honnêtement, je lui souhaite que du bien parce que c'est un film, tu l'as dit, où au cœur de l'histoire, c'est vraiment une relation toxique et qui combine ça avec 2 thèmes. En fait, au début, c'était une histoire qu'elle voulait raconter avec la thématique des drag queens qu'elle est super fascinée par ce monde-là. Mais elle livre un film vraiment solide. Puis ce que j'aime, c'est que ces 3 films sont très différents l'un de l'autre, mais tout aussi intéressant. Elle réussit à capter notre attention jusqu'à la fin. On se demande toujours qu'est-ce qui va se passer. Et elle maîtrise les comédiens comme un maestro, un chef d'orchestre. Ouais, elle est vraiment, très bonne. Théodore Pellerin est à couper le souffle. Évitant les clichés aussi. Ouais. On aurait pu tomber là-dedans, mais non. Elle est d'une vérité absolue. C'est moi-même que c'est pas un sujet, je dois avouer d'emblée, qui m'intéresse, mais ça m'a fasciné, ça m'a captivé. La direction artistique, encore là, on parle, est bien réussie. Les costumes, les maquillages, écoute, puis même avec les choix de musique, les chorégraphies, tout ça, ça fit, c'est intéressant à voir. Puis d'ailleurs, elle avait mentionné que les comédiens ont été choisis très tôt dans le processus parce qu'ils ont tous suivi des cours de danse. Okay. Et eux-mêmes ont créé leur propre chorégraphie de drague. Donc, ils étaient invités à s'épanouir, ou en tout cas à développer ce côté créatif-là en eux. Donc, c'est sûr que si à la limite, ça vous repousse vraiment. Allez pas le voir, là, on ne sera pas d'idée, mais si vous êtes moindrement ouvert, vous voulez juste un film solide, intéressant, bien joué,
boudez pas votre plaisir là, à cause de la thématique. Là, c'est un film qui mérite d'être vu. Ouais, c'est un film de grande qualité. En plus, c'est quoi, 1h45? Ouais, c'est assez bref. Exact, il n'y a pas de longueur et tout. Puis on parle de relations toxiques. Puis on se dit, OK, bon, ça va-tu être un homme battu ou super intense? Puis c'est tout en finesse aussi. C'est plus... C'est la manipulation psychologique. Ouais, c'est quand je disais un peu la perversion narcissique, le pervers narcissique. Fait que tu sais, de remonter tranquillement un peu les gens contre toi. Fait que tu as une relation tellement passionnelle que naturellement, tu vas plonger dedans. Donc, tu vas un peu t'isoler de tes routines, de tes amis que tu vois habituellement, des choses comme ça. Fait qu'après ça, tu vas être comme un peu coincé juste dans cette chose-là. Mais c'est de voir jusqu'où ça va aller puis qu'est-ce que Simon va faire pour reprendre un peu le contrôle de sa vie. Plus le côté qu'il essaie d'avoir l'attention de sa mère pour une fois, alors qu'on a compris on comprend assez rapidement que sa sœur a dit non. Nous... notre mère, elle nous a abandonnés il y a 15 ans. Moi, je ne vais pas lui donner une chance. C'est tout, là. On passera à autre chose, tu sais. D'ailleurs, Sophie Dupuis, j'avais lu qu'elle a travaillé en amont là, tout le long de l'écriture avec une psychologue aussi. Là. Justement, une thérapeute pour vraiment bien nuancer tous les dialogues et les situations là, de toxicité. Donc, c'est... un très beau travail de ce côté. Ouais, puis les critiques sont déjà élogieuses sur le film. Il a été présenté au TIFF, je suis pas fou. Ouais, c'est ça. Puis là, en première au Festival de cinéma de la Ville de Québec, il prend l'affiche aujourd'hui. Fait que oui, je trouve que c'est vraiment bon. Puis des fois, on n'associe pas ça au film québécois, mais je trouve qu'il y a un bel aspect en salle parce qu'on est dans de la musique, des performances, du grand écran. Oui, c'est pas un musical. Là. C'est comme la chorégraphie n'est pas montrée. Elle n'est pas montée pour nous, elle est montée pour le public dans le bar. Mais je trouve ça super cool comment c'est fait. Puis tu vois beaucoup d'arrière-scène aussi. C'est pas juste... c'est ça, il est toujours en train d'acheter des vêtements. Sa soeur, il prépare des trucs. Il se maquille pendant 3 heures avant son number. La MC, justement, là, la maître de cérémonie, qui est une drag queen aussi, on comprend qu'elle a fait moins des numéros de danse, mais plus à la Mona de Grenoble, là, qui va roaster les gens, le public, puis rire de beaucoup d'autodérision et tout. Et c'est comme super... le comédien qui a joué, j'ai oublié son nom, mais super pétillant. Je trouve ça vraiment le fun. J'écoute les soirées, puis j'aimerais ça y aller. Je trouve ça le fun. C'est pas un enjeu de est-ce que les drags sont acceptés. Puis on disait, bon, il y en a qui sont choqués par ça, qu'ils mélangent tout aussi les identités de genre, puis le fait de faire un spectacle déguisé avec une robe. Là. Mais je pense que même si ce film-là avait été dans un contexte de musicien, rock et quoi que ce soit, il n'aurait pas été plus intéressé par ce genre de cinéma-là. Probablement. Je vais faire un peu de généralisation, là, mais bref. Je pense pas que c'est un film qui va faire 5 millions au box-office, mais je crois que c'est un film qu'on va parler encore longtemps. On va parler de Sophie Dupuis, de Théodore Pellerin. C'est vraiment des comédiens de notre génération, là, qui ont une trentaine d'années, là, qu'on va voir pour assurément 40 ans encore. Là. Fait que voilà, pour Solo, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que ça va être dans les bons films de l'année québécois et en général. Il n'y a pas beaucoup d'autres sorties cette semaine. Il y a surtout After Eternity et After la Destinée, qui est le 5e volet là, des tumultueuses relations d'amour toxiques, quand même aussi, de Tessa et Hardin, jouées par Joséphine Langford et Hero Fiennes Tiffin. Écoute, je n'avais déjà parlé quand il y avait eu l'autre film d'avant l'année passée. Là, c'est supposé être le dernier. C'est Anna Todd qui a écrit ça. Elle a écrit genre un livre par année, là, pour prendre 2015-2018. Elle a fait des prequels, d'autres dans le futur, des spin-offs, des affaires comme ça. Pour le cinéma, on annonce que c'est vraiment le dernier, là, réalisé par Castille London. C'est le 5e et dernier volet de leur aventure. Là, c'est ça, qui s'aime, qui se laisse, qui se marie, qui se sépare, qui... Je cherchais un résumé pour le dire. Parce que je mentirais pas, j'ai pas avoir d'intérêt pour ça. Je n'ai pas vu aucun rendu là. Ouais, mais non. Tu t'embarques plus, là. Puis tous les endroits, les résumés, c'était genre 5e volet des tumultueuses avant. C'est comme personne où tu pognes vraiment un gros résumé là, de genre, OK, il s'est passé ça, puis ça, puis ça. Puis je suis là, non, je vais pas me lancer là-dedans. On va le voir que je fais juste lire une feuille puis que je sais pas de quoi je parle. Là. Fait que ce genre de projet, si ça vous intéresse, il est là, allez-y. Il n'y a personne qui va comme embarquer rendu à ce moment-là. Là, vous allez recommencer au début. Là. Fait que voilà pour After. Mais ils ont sorti souvent à des périodes différentes, mais c'est des films qui sont quand même des bons succès. C'est pour ça qu'ils continuent. Puis d'ailleurs, je pense que le 5e, ils l'ont tourné pratiquement en même temps que le 4e sans l'annoncer. Fait que le film doit coûter quelques millions de dollars. Fait qu'ils ont dit oui, c'est sûr, quasiment qu'on est rentable.
aussi bien tourner tout de suite le suivant que rapper la production puis recommencer ça dans 1 an. T'sais. Fait que comme ça leur permettait de sortir à chaque année puis garder leur momentum finalement. Fait que voilà pour After. La semaine prochaine, encore une petite semaine au terme des quantités, mais il y a Simple comme Sylvain de Monia Chokri qui a joué à Cannes, entre autres, et à plein d'autres festivals. Là, j'y mélange tout. Tout le monde est en train de jouer à Venise, puis à plein de places et tout. Puis au TIFF et blablabla. Moi, je l'ai vu. Toi, t'as pas pu assister au visionnement, mais j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve ça très, très rafraîchissant, très, très chaud quand même. J'ai hâte qu'on en discute de cette manière que Monia Chokri a de mettre en scène, quand même beaucoup plus accessible que Babysitter. Mais bref, on en parle la semaine prochaine. Il y a aussi Expendables 4 que toi, tu t'es retapé les 3 premiers. J'ai fait mon marathon. T'es prime, t'es prêt. Yes, tout à fait. T'es sur le gun, comme on dit. Écoute, moi, juste à me botoxer le visage comme Stallone. Je vais être prêt. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est hallucinant, surtout le premier. Là. Il y a des plans, je regardais, je me dis, ça n'a pas de sens, là. Comment il s'est refait le visage. En tout cas, bref, c'est triste d'une certaine façon, mais je garderai mes commentaires pour la semaine prochaine. On fera plein de jugements corporels la semaine prochaine. Fait que voilà, ça conclut le balado pour cette semaine. Et contactez-nous comme d'habitude au balado@monciné.ca. On vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui a en couverture Magali Lépine-Blondeau, avec qui tu t'es entretenu, qui est la vedette de Simple comme Sylvain, justement. Le magazine est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bonne semaine de cinéma, bon popcorn, et si jamais vous assistez à une séance de spiritisme, restez sceptique, il doit y avoir anguille sous roche, c'est certain.